Le point suivant qu'on va voir, c'est ce qu'on appelle l'unité arithmétique et logique. Alors, l'unité arithmétique et logique, ou bien en abréviation, c'est UAL. En anglais, c'est ALU. ALU en anglais, c'est ALU, ou bien c'est UAL. Ce composant, c'est un composant interne à chaque processeur. Chaque processeur doit contenir à l'intérieur l'UAL. Il doit contenir l'UAL. En première partie, on va voir sa définition. Alors, le premier point à dire dans la définition, c'est que l'UAL est le circuit combinatoire responsable des opérations arithmétiques et logiques. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est très simple. La première chose à retenir, c'est que l'UAL, c'est un circuit combinatoire. Les circuits combinatoires, ce sont des circuits assez simples à concevoir. Ils sont assez simples à concevoir. Ce circuit combinatoire, il est responsable de toutes les opérations arithmétiques et logiques que le processeur va effectuer. Alors les opérations arithmétiques, c'est simple, c'est l'addition, la soustraction, la multiplication, la division. Ça, c'est les opérations arithmétiques. Il y a les opérations logiques. Les opérations logiques, c'est les bien connues, c'est le AND logique, le AND, le OR, le NOT, le NAND, et ainsi de suite. C'est les opérations logiques. Il y a aussi les opérations de comparaison qui sont aussi des opérations logiques. La comparaison, par exemple, supérieur à, supérieur ou égal, inférieur, égal. Ça, c'est les opérations de comparaison. Ils sont aussi effectués par l'UAL. C'est ça le rôle de l'UAL, c'est de faire ces opérations. Comment elle est conçue, comment elle est structurée? Elle possède, alors je vais lire, elle a deux entrées sur n bits comme opérande et une sortie de résultat. Alors le plus important à retenir, c'est qu'elle a deux entrées. Normalement, c'est A et B, ce qu'on appelle ça les opérandes, parce que la majorité des opérations que je viens d'énumérer, par exemple l'addition, la soustraction, ce sont des opérations mathématiquement binaires. Ils demandent deux opérandes, A et B. Je mets A plus B. J'ai besoin de deux opérandes. Ces deux opérandes vont représenter l'entrée de mon circuit combinatoire. C'est l'entrée A et l'entrée B. En plus de ça, chaque entrée elle est sur n bits. N bits, ça veut dire c'est le nombre de bits pour représenter l'information. Si je fais par exemple A plus B, A par exemple sur 8 bits, ça va représenter les entiers par exemple sur 8 bits. N, ça peut être sur 16 bits, sur 32 bits, sur 64 bits. Par exemple, les processeurs actuels, ils sont sur 64 bits. Ça veut dire que n entier, il va être représenté sur 64 bits. La sortie aussi, elle est sur n bits. Elle possède aussi une entrée de commande permettant de choisir l'opération à faire. En plus de ces deux entrées, elle possède une troisième, mais c'est pas une entrée d'information, c'est une entrée de commande. Ça permet de commander l'UAL. Réellement, c'est pas une commande, ça permet de sélectionner, de choisir l'opération à faire par l'UAL. L'UAL, elle peut faire plusieurs opérations. Elle peut faire l'addition, elle peut faire la soustraction, elle peut faire la multiplication, la division. L'entrée de commande, ça permet de choisir quelle opération l'UAL doit effectuer. C'est ça le rôle de l'entrée de commande. Bien sûr, ça implique, sur le quatrième point, ça implique une table des codes, des opérations pour l'entrée des commandes est associée avec l'UAL. Ici, il y a une table qui est associée avec l'UAL. Bien sûr, chaque processeur possède sa propre UAL. Il n'y a pas une UAL universelle. L'UAL, ça dépend du processeur dans lequel elle est implémentée. L'UAL, elle doit toujours être fournie avec sa table. La table, qu'est-ce qu'elle contient? Elle contient les codes des opérations. Les codes qu'on devrait donner dans l'entrée de commande pour choisir l'opération. Voilà, on va voir un exemple, on va bien comprendre. Voilà. On peut voir ici, ça c'est l'UAL. On peut voir ça, c'est un exemple d'UAL. On a par exemple les deux entrées A et B sur n bits, les deux sur n bits. On a la sortie aussi sur n bits. Et on a notre de commande F. F, c'est pour fonction, pour choisir la fonction à effectuer sur 3 bits. Ça, c'est un exemple. Le plus important à dire ici, c'est que A et B et S, ils sont sur n bits. Ça, c'est le nombre de bits pour représenter les entiers ou bien les nombres réels, pour représenter les nombres. Chaque processeur a un bit fixe.
Pour le F, F c'est différent de N. Ici, dans cet exemple-là, ces 3 bits, ça veut dire que cette UAL, elle peut effectuer jusqu'à 8 opérations. 3 bits, je peux représenter 8 opérations différentes. Par exemple, la première opération 000, ça sera la première opération 001, c'est la deuxième opération, et ainsi de suite. Dans cet exemple, c'est 3 bits. Vous pouvez bien sûr trouver d'autres UAL sur 4 bits. Ça veut dire l'UAL, elle peut effectuer jusqu'au maximum, jusqu'à 16 opérations. Jusqu'à 16 opérations. Vous pouvez par exemple trouver une UAL sur 5 bits dans l'entrée de commande. Cette UAL, elle peut effectuer jusqu'à 32 opérations différentes. Voilà, ça c'est le rôle de l'entrée de commande F. Ça permet de donner le code de l'opération vers l'UAL. L'UAL, elle peut savoir quelle opération elle va effectuer. Voilà, on peut voir, ça c'est un exemple, c'est pas, dans cet exemple, on peut voir la table qui est associée à cette UAL. Cette table, elle contient le code de chaque opération. Par exemple, on a le 000, la première entrée, c'est A et B, c'est le et logique entre A et B. 001, c'est le ou logique. 010, c'est le plus, c'est l'opération d'addition. 011, ici, pour cette URL, elle n'est pas utilisée. Cette URL contient 7 opérations, pas 8. Elle n'utilise pas toutes les opérations. Il y a par exemple 100, c'est A et B bar. Ça, c'est logique, c'est des opérations logiques. On a le 101, c'est A ou B bar. C'est aussi une opération logique. On a par exemple 110, c'est A moins B. Ça, c'est la soustraction. On a 111, c'est SLT. Ça, c'est une opération spéciale pour cette UAL. Voilà, ça c'est un exemple pour comprendre comment l'UAL elle se comporte. En résumé, c'est très simple. Elle a 2 entrées. Chaque entrée, elle représente une opérande. Elle produit un résultat. L'UAL, il faut lui donner dans l'entrée F ou bien l'entrée de commande, il faut lui donner l'opération à faire, à effectuer. Ici, si j'entre ici par exemple la valeur 110 dans F, l'UAL, elle va se transformer, elle va devenir un soustracteur. Elle va soustraire A de B et le résultat va être dans S. Voilà, globalement, ça c'est le principe de fonctionnement d'une UAL. Après, on va voir comment on peut construire une UAL. La construction, l'UAL, premièrement, c'est un circuit combinatoire. Les circuits combinatoires, contrairement aux circuits séquentiels, ils sont assez simples à construire. Ils sont assez simples, il y a une méthode à suivre et l'opération, la construction, elle devient très facile. Alors, pour construire l'UAL, une UAL, c'est pas une UAL, il faut créer un circuit combinatoire pour chaque opération. Ça, c'est la première chose, c'est qu'il faut créer un circuit combinatoire pour chaque opération. Par exemple, dans l'UAL précédente qu'on vient de voir, on avait l'addition, on avait le et logique, on avait plusieurs. Pour chaque opération, on doit créer un circuit combinatoire qui doit faire cette opération. Pour l'addition, on va créer l'additionneur. Pour la soustraction, on va créer le soustracteur. S'il y avait une multiplication, on doit créer le multiplicateur, le diviseur, le et logique, le ou logique, le not, et ainsi de suite. Ça, c'est la première étape à faire. C'est les construire. La deuxième étape à faire, c'est de les arranger en parallèle l'un à côté de l'autre et utiliser un multiplexeur pour choisir la sortie de l'opération sélectionnée par la commande. On va voir ça en détail plus après, mais le principe c'est ça. C'est que l'UAL, comment elle fonctionne? C'est qu'elle va faire toutes les opérations, mais à la fin, à la sortie, elle doit sélectionner, en utilisant le sélectionneur, le multiplexeur, en utilisant un multiplexeur, elle doit sélectionner un seul résultat parmi les 8 opérations qui ont été faites par les circuits combinatoires. Les 8, ça veut dire par rapport à l'UAL précédente qu'on vient de voir. Un seul résultat va sortir par le multiplexeur. Il va être choisi et sortir. Les autres ils seront bloqués. On va voir ça en détail plus après. On doit rajouter autre chose, rajouter les sorties des flags. Ce sont des indicateurs d'état sur l'opération actuelle. En réalité, je n'ai pas parlé des flags. Les flags aussi, ce sont des sorties qu'il faut ajouter à l'UAL. Ces sorties, ce n'est pas des sorties de résultats. Ce n'est pas le résultat. C'est l'état de l'opération
Qu'est-ce que ça veut dire état? Premièrement, avant de parler d'état, les flags. Les flags, c'est un terme très utilisé dans l'architecture des ordinateurs. Les flags, c'est bien connu. Les flags, en français, c'est les drapeaux. Réellement, ce sont des indicateurs. Ils vont indiquer un état. Ils vont indiquer un état. C'est ce qu'on appelle en informatique la méta-information. C'est pas l'information en elle-même, c'est l'information de cette information. On appelle ça méta-information. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est très simple, on va comprendre par l'exemple. Si je vous dis par exemple, le nombre est positif. Là, je ne viens pas de donner le résultat. Le résultat, je ne sais pas, par exemple, l'addition de 1 plus 2, c'est 3. Mais en plus, je vais dire que ce nombre est positif. Ça, c'est une information d'état. Elle ne contient pas le résultat, mais elle donne l'état du résultat. C'est ça les flags. C'est ça l'intérêt du flag. Et ils sont utilisés, c'est une information assez importante qu'elle est utilisée par le processeur après. On va voir quelques flags, on va voir les flags les plus connus dans l'architecture des ordinateurs. Ces 4 flags, ils sont très connus. On va les implémenter. Alors, les flags les plus connus sont le zero flag, le carry flag, le negative flag et l'overflow flag. Le zero flag, c'est un bit d'état. Qu'est-ce qu'il va donner? Il va donner l'information si le résultat est égal à 0 ou pas. Si je mets par exemple A plus B, je mets 1 plus 2, le résultat c'est 3. Ici, le flag 0, il est négatif, il est à 0. Il est à 0, ça veut dire que le résultat n'est pas égal à 0. Si par exemple je mets 1 moins 1, ici le résultat est égal à 0, là le flag il va retourner la valeur 1, il va retourner la valeur positive, la valeur 1 au processeur. Ça veut dire le processeur il sait que le résultat est égal à 0. Et ça c'est important pour le processeur. La valeur 0, dans certains cas, elle est très importante pour le processeur. Il y a le carry flag. Le carry en français c'est la retenue. C'est la retenue. Lorsqu'on fait l'addition, par exemple, je fais par exemple l'addition de A plus B, est-ce qu'il y a une retenue ou pas? La retenue, c'est que lorsque il y a un bit qui dépasse. Ça, c'est la retenue. Et il y a le negative flag. Le negative flag, ça va dire est-ce que le résultat est négatif ou pas? Est-ce que le résultat est négatif ou pas? On avait fait l'exemple du positif, mais réellement, le plus utilisé dans la pratique, c'est le négatif flag. Est-ce que le résultat est négatif ou pas? Il y a l'overflow flag. L'overflow, en français, c'est dépassement de capacité. Est-ce qu'il y a eu un dépassement de capacité lorsqu'on a effectué cette opération? Dépassement de capacité, ça veut dire que le résultat de l'addition, par exemple, ne peut pas être contenu dans n bits. Dépassement de capacité lorsque le nombre de bits est limité. Il est limité pour représenter la valeur totale de par exemple, l'addition, puis la soustraction. Voilà, on appelle ça l'overflow. Bien sûr, il y a par expérience, il y a quelques confusions entre l'overflow flag et le carry flag. C'est pas la même chose. C'est pas la même chose. L'overflow et le carry flag, ce sont 2 bits différents. Alors, bien sûr, on va voir la proposition qu'on avait fait pour construire un UAL. Voilà, ça c'est la méthode générique pour construire un UAL. C'est très simple. On a ici par exemple plusieurs circuits combinatoires. Le premier par exemple, c'est le circuit combinatoire qui va faire l'addition, c'est l'additionneur. Ensuite, on va faire la soustraction. Ensuite, on va faire la comparaison, par exemple, supérieure à, ou on va ensuite, par exemple, faire le et logique, après le not logique, et ainsi de suite. Toutes les opérations dont votre processeur a besoin, tu dois commencer par créer en premier son circuit combinatoire. Tu dois les mettre l'un sur l'autre. Et qu'est-ce que vous allez faire? Vous allez prendre l'opérande A, on a ici A et B. A, il va se propager, il va entrer, il va partir vers le A de chaque opération, de chaque circuit d'opération. Par exemple, les A, on peut le voir ici, il est utilisé dans l'additionneur ici, en même temps il est utilisé dans le soustracteur, dans le 3e circuit, le 4e, et ainsi de suite.
Le B, c'est la même chose. Le B, ici, il va partir vers l'entrée B de, par exemple, l'additionneur. Ici, le B du soustracteur. Ici, la comparaison. Ici, l'égalité, le AND logique, et ainsi de suite. Voilà. On doit faire propager l'information A et B vers tous les circuits. Qu'est-ce que ça veut dire? Lorsque A et B arrivent aux entrées de l'UAL, automatiquement, le courant électrique il va se propager et automatiquement, en parallèle, toutes les opérations, elles vont s'effectuer. Elles vont s'effectuer tout en parallèle, en même temps. Ça veut dire l'addition, on va supposer ça, c'est l'additionneur. Il va additionner et sortir le résultat ici. La soustraction, elle va soustraire A et B et elle va sortir le résultat ici. La comparaison, elle va comparer et faire sortir le résultat ici. L'égalité, elle va le faire ici, elle va le sortir ici, ici, et on continue. Toutes les opérations, elles sont faites en parallèle. Toutes les opérations, elles sont faites en parallèle. Elles arrivent à ce point. Elles vont s'arrêter ici. Ici, il y a un multiplexeur. Le multiplexeur, on connaît très bien comment il fonctionne. Il doit choisir une seule entrée. Il va la choisir et il va la sortir dans la sortie. Là, c'est logique, c'est intuitif, on n'a pas besoin de réfléchir. L'entrée choisie ici, elle est donnée par fonction. Elle est donnée par fonction. Fonction, on connaît les codes de la table. Ça veut dire, si je choisis par exemple ici 0, 0, 0, ça veut dire que je vais prendre la première entrée et je vais prendre l'entrée de l'addition. Je vais prendre l'addition. Si je choisis 0, 0 ici. L'information, elle va passer directement. Les 7 autres, ils vont être bloqués. Malgré qu'ils ont fait le calcul, mais ils vont être bloqués. La seule entrée choisie par le sélectionneur qui vient directement de l'entrée de commande de fonction, elle va passer vers la sortie. Et là, l'UAL, elle va délivrer le résultat. Elle va délivrer le résultat qu'on vient de choisir par l'entrée de commande fonction. Par l'entrée de commande fonction. On peut voir dans ce diagramme les flags. Les flags, ils sont ici. Les flags, je ne veux pas les détailler ici. Les flags aussi, ils contiennent des circuits spéciaux. On doit utiliser des circuits spéciaux pour les construire. On va voir dans l'implémentation. On va implémenter après notre UAL. Et vous allez voir comment on va implémenter les flags. Il y a quelques circuits spéciaux pour implémenter les flags. On va maintenant passer à l'étape la plus importante qui est la réalisation. On va créer notre UAL spécifique à notre processeur. Alors, pour construire l'UAL, il faut principalement s'appuyer sur ce qu'on appelle le jeu d'instructions ou bien le ISA du processeur. Généralement, c'est à partir des instructions qu'on va savoir quelles sont les opérations logiques et arithmétiques que le processeur peut effectuer. Voilà, ça c'est, on a déjà vu ça. Ça c'est la table des instructions, de toutes les instructions du processeur à 4 bits. Alors, la première instruction, on peut la voir, c'est assez facile, c'est l'addition. Dans la dernière colonne de fonction, on peut voir que c'est l'addition, ça va faire l'opération arithmétique addition. La deuxième, c'est la soustraction. La troisième, c'est la multiplication. La quatrième, c'est la division. La cinquième, c'est la comparaison. Ça va comparer entre deux valeurs, A et B. Et ça va retourner le résultat, est-ce qu'ils sont égaux ou pas? Est-ce qu'ils sont égaux ou pas? On a ensuite SHL, c'est le shift left. Shift left, c'est le décalage. C'est le décalage des bits. On a l'opération, le pouvoir de décaler les bits d'un bit, de 2 bits, 3 bits. En tout cas, on a un taux de décalage. On a le shift left, le shift right. On a le not, ça c'est le not logique. C'est le not logique. On a le load et le store. On a tout 10 instructions. Ici, les instructions arithmétiques et logiques, c'est 8. Il y en a 8. Il y en a l'addition, la soustraction, la multiplication, division, comparaison, décalage à gauche, décalage à droite et le not logique. Le not logique. On va implémenter les 8 opérations. Comme on avait précisé précédemment, l'implémentation ici, il y a plusieurs étapes. La première étape, elle est assez simple, c'est que on doit créer un par un les circuits qui sont
responsable de chaque opération arithmétique ou bien logique. On doit commencer par exemple, la première. Alors, je vais, pour me simplifier la tâche, je vais arranger les 8. Je sais que j'aurai besoin de 8 circuits combinatoires, chacun pour une instruction donnée, pour une opération donnée. Alors, on va rapidement créer en parallèle l'une sur l'autre les 8 circuits nécessaires pour faire nos opérations, pour faire les opérations dont on a besoin. Voilà, en tout il y en a 8. On va commencer par la première en suivant le même ordre du jeu d'instructions. Alors, on avait le plus. Pour la première, c'est l'addition, c'est pour l'instruction add. On avait la soustraction, on avait la multiplication, on avait la division, on avait la comparaison, on avait le shift left. Alors le shift left, je vais utiliser la notion du C++. C'est juste un symbole qui va représenter le shift left, le shift right. La même chose, ça c'est le symbole utilisé, ou bien c'est l'opération utilisée dans le C++. Et dernièrement, on aura besoin d'une note logique, Alors, ici, on a supposé la création de tout circuit responsable d'une opération arithmétique ou bien d'une opération logique. L'étape suivante, on doit faire parvenir les opérandes A et B vers tous les circuits. On va commencer par le A. Bien sûr, ici l'addition par exemple, c'est une opération binaire. Elle aura besoin de 2 opérations. Mais il faut savoir qu'il y a des opérations qui sont unaires et principalement le NOT. On va y revenir après. Voilà, le A ici. Le A, on va la ramener aussi vers la négation parce qu'on va faire A moins B. La multiplication, la même chose. La division, la même chose. La comparaison, la même chose qui va comparer entre A et B. Le shift, la même chose. On va décaler le A ou bien à droite ou bien à gauche. Voilà. Le note non. Pourquoi non? On doit revoir le jeu d'instruction. On va revoir le jeu d'instruction. Voilà, ça c'est notre jeu d'instruction. On va juste voir quelques instructions pour bien comprendre. Alors, on a le note. Le note, si on voit ici comment ça fonctionne, ça veut dire que le registre 1, ça c'est le A, il va recevoir le note B. Ça veut dire que l'opérande qui va être inversée, sur lequel on va appliquer le note, c'est le B. Et ça va influencer notre UAL. Il y a aussi une remarque concernant les shifts. On voit bien ici que le registre 1 qui représente le A, on va le shifter en utilisant le registre 2. Ici, bien sûr, normalement, c'est pas correct. Ici, ça veut dire qu'on doit prendre que 2 bits. On va expliquer pourquoi. Ici, on doit prendre les 2 premiers bits de l'opérand de B. On va expliquer. Alors, ici, le note, c'est clair, on doit prendre le B. On ne va pas prendre le A. Voilà, ici, on ne va pas utiliser le A. Pour le B, c'est différent. On va faire la même chose pour les opérations normaux. Les opérations normales, pardon. Voilà, ici, l'addition, elle va recevoir le B. La soustraction, elle va recevoir le B. La multiplication, elle va recevoir le B. La division, elle va recevoir le B. La comparaison, elle va recevoir le B. Mais le shift left et le shift right ne vont pas recevoir le B directement. Pourquoi? Parce que normalement, le shifter ou bien le décaleur, il fonctionne de cette manière. Il a une seule opérande. Dans ce cas, c'est le A.
mais il a une commande qui s'appelle le taux de décalage. Combien de bits il faut décaler? Il faut savoir que notre processeur, c'est un processeur 4 bits. On va illustrer un peu le décalage juste pour bien comprendre. C'est un processeur sur 4 bits. Ça veut dire A et B, ils sont sur 4. Sur 4. Et on a la sortie aussi sur 4 bits. 4 bits. Voilà. Ici, si on prend par exemple 4 bits, on va faire le décalage bien à gauche ou bien à droite. On a, pour les valeurs de décalage, pour le taux de décalage, ça peut être 0. 0, ça veut dire qu'on ne fait pas le décalage. Ça peut être 1. Tous les bits, ils vont décaler d'un bit à gauche ou bien à droite. Ça peut être 2. Ça veut dire ça passe à deuxième position. Ça part ici. Et là, ça sort. Ça peut être 3. Ça veut dire ce bit, sa valeur, elle va se déplacer ici. Ça va sortir. Ça va sortir. Et ça va sortir. Mais le 3, c'est le maximum. Le 3, c'est le maximum. Pourquoi? Parce que si, par exemple, je fais le décalage de 4, ça n'a aucun sens. Cette valeur, elle va directement sortir. Ça veut dire que ça va rester 0 dans la valeur décalée. Ça, c'est une règle qu'on doit établir. C'est que si, par exemple, on a 2 à la puissance n, le taux, c'est n. Le taux de décalage, c'est pas égal. Le taux de décalage, c'est n. C'est n. Ça veut dire, si ici, par exemple, tout ça, c'est égal à 4, dans notre cas, on va décaler une valeur sur 4 bits, il nous faut 2 bits. 2 bits sont nécessaires pour représenter le taux de décalage. Combien de bits on doit décaler? Et cette valeur 2, on doit la prendre de l'opérand de B. On doit la prendre de l'opérand de B. De cette manière, on ne va pas prendre toute la valeur de B, on va juste prendre les 2 premiers bits de B. Voilà, c'est ça l'exception concernant le shifter. Ça veut dire, on ne va pas prendre, voilà, ici et ici, ça c'est sur 2 bits. Ça c'est sur 2 bits. Ici aussi, c'est sur 2 bits. On ne va pas prendre tous les bits, mais on va prendre que les 2 premiers bits de la valeur B, qui vont faire office de taux de décalage. Le note, bien sûr, on doit le prendre du B. Voilà, le note, c'est une opération unaire, on avait dit que c'est une opération unaire, ça veut dire qu'elle va prendre la valeur de B qui va être inversée, Voilà, on vient de terminer le rattachement des opérandes A et B vers tous les circuits. Alors, il faut savoir que l'UAL, lorsqu'elle fonctionne, que va-t-il se passer? On a ici l'information A, on a ici l'information B. Ces 2 informations, ils vont se propager vers tous les circuits. Les circuits en parallèle, ils vont calculer leur opération, l'addition, ça va calculer l'addition, la soustraction, et tous, en parallèle, ils vont produire leurs résultats ici, en même temps. Là, le circuit de l'UAL, qu'est-ce qu'il va faire? Il va prendre tous les résultats. Voilà. Et il va les rassembler dans un multiplexeur final de sortie. Comme ceci. Voilà. Ça, c'est le multiplexeur de sortie. Ça veut dire que l'UAL à l'intérieur, elle contient tous les calculs, mais à la sortie, elle va choisir qu'un seul résultat. Et comment elle va choisir ce résultat? C'est par rapport à l'entrée de commande fonction. Ici, normalement, c'est 3 bits. Son calcul, c'est 3 bits parce qu'on n'a que 8 opérations. 8 opérations, on a besoin 3 bits pour représenter toutes les opérations. Et voici la table. Cette table, on va la remplir. Ça va représenter la table, cette UAL. Et bien sûr, cette table, elle va être directement remplie en suivant le multiplexeur. Si on suit le multiplexeur, on voit bien que le multiplexeur, si on lui donne la valeur binaire 0, 0, 0, ça veut dire que c'est cette entrée, qu'est-ce qu'il va faire? Il va passer la première entrée. La première entrée, ça représente l'addition. Alors je vais écrire ici, 0, 0, 0, ça va représenter l'addition. La même chose, je continue. La deuxième, c'est la soustraction. La troisième, c'est la multiplication. La quatrième, c'est la division. La cinquième, c'est la comparaison. La sixième, c'est le shift left. Septième, c'est le shift right. Et la dernière, c'est le note logique.
c'est le note logique. Voilà, c'est assez simple. On vient de terminer notre UAL. Et là, on a effectué pratiquement toutes les opérations, on a créé toutes les opérations nécessaires à implémenter dans l'UAL. L'UAL est assez simple à concevoir. Mais avant de terminer, il nous reste, il ne faut pas oublier, il nous reste les sorties d'état, les sorties de flag. Normalement, on a 4 flags. Généralement, les flags sont assez simples à produire, sauf, vous allez voir, pour l'overflow. L'overflow est assez complexe. On va essayer de le faire doucement, mais ça demande un peu de réflexion. On va créer un circuit. On va créer un circuit pour sortir l'overflow. Les autres, ils sont assez directs. On va commencer par exemple, on va commencer par le flag carry flag. On va commencer par le carry flag. Voilà. Carry flag, je vais le symboliser par CF, carry flag. Ce carry flag, on a déjà parlé, ça représente la retenue de l'addition. Bien sûr, ici, juste, on va simplifier l'UAL, on va prendre que la retenue de l'addition. La retenue ici, potentiellement, on peut utiliser la retenue. L'addition, elle peut renvoyer la retenue. La soustraction aussi, ça peut produire la retenue. Le décalage aussi, il est possible qu'il renvoie de la retenue. Ici, on va simplifier les choses. Notre processeur est assez simple. Et en plus de ça, vous allez voir à la fin, on ne va pas utiliser les flags. Les flags ne sont pas pris en compte par le processeur. Normalement, un processeur doit utiliser les flags. Dans notre cas, vous allez voir à la fin, on ne va pas l'utiliser. On va simplifier les choses. On ne va pas utiliser les flags. De toute façon, ces flags ne seront pas utilisés à la fin. C'est pas important d'être précis ici. Alors, pour simplifier les choses, je vais prendre le flag. La sortie du flag, elle est ici, normalement. Dans l'additionneur, la sortie des flags, on peut la voir, on peut la trouver, on peut l'extraire directement de l'additionneur. Voilà, ça c'est le carry flag. Le carry flag est assez simple, il est sorti directement. On a aussi un flag qui est assez simple, c'est le negative flag. Negative flag, il est aussi direct. Il faut savoir que les flags sont sur un bit. Le negative flag, si on se rappelle bien, la représentation des entiers en complément à 2, le dernier bit, le 4e bit, ça représente le bit sign. C'est le bit du signe. S'il est à 1, ça veut dire que la valeur entière, elle est négative. S'il est à 0, ça veut dire que la valeur, elle est positive. Voilà, si on suppose par exemple ça, c'est une valeur entière C2 implémentée sur 4 bits. Le dernier bit, le bit le plus à gauche, ça c'est le bit de signe et ça représente le signe de l'entier. S'il est à 1, ça veut dire que notre valeur, elle est négative. S'il est à 0, ça veut dire que notre valeur, elle est positive. Alors, c'est très simple, ça devient très simple. Si on prend directement un signal, le signal, ça c'est le signal de la sortie, ça c'est le résultat. Le résultat, si on arrive à le départager en plusieurs bits, il y a 4 bits, on va prendre les bits, on va prendre le signal du 4e bit, voilà, c'est celui-ci. On va le prendre pour sortir ce qu'on appelle le negative flag. Négative flag. C'est un seul bit. S'il est à 1, la valeur elle est négative, le résultat il est négatif. Si c'est à 0, le résultat est positif. C'est assez simple. On continue, on va voir, vous allez voir le zero flag. Ici, le zero flag, on n'avait pas détaillé, le zero flag c'est un seul bit. Il va dire si le résultat dans la sortie, s'il est égal à 0 ou pas. Et ça, c'est important pour la comparaison. La comparaison, lorsque ce circuit de comparaison, ce circuit, normalement, comme il fonctionne, normalement, il fait la comparaison entre deux valeurs A et B, et il va dire est-ce que ces deux valeurs, elles sont égales ou bien elles sont différentes. Pour le dire, il va sortir la valeur sur un seul bit, pas sur 4 bits comme ici. Ici, c'est faux. On va corriger ça. Il va sortir la valeur sur 4 bits. Je vais effacer. On va effacer, on va voir comment on peut rectifier ça.
ça veut dire que cette entrée, normalement, elle n'est pas utilisée. Elle n'est pas utilisée. Elle n'est pas utilisée, la sortie ici. Si je fais la comparaison, je n'ai pas besoin d'avoir une valeur dans la sortie. Mais au contraire, j'ai besoin d'avoir un état, une méta-information, ou bien un état. Je vais prendre, on doit prendre un seul bit ici. C'est un seul bit, il va dire si c'est A1. Ça veut dire que A est égal à B. Si la sortie ici, c'est 0 binaire, ça veut dire qu'ils sont différents. Et normalement, on va prendre directement ce bit. On ne va pas le sortir comme résultat, parce que premièrement, c'est sur un seul bit. Et deuxièmement, ce n'est pas le résultat. C'est pas le résultat. On va le sortir ici comme ce qu'on appelle zero flag, ZF. Le dernier bit de flag, c'est l'overflow. L'overflow, il n'est pas assez simple, n'est pas si simple à déduire comme les autres. L'overflow, pour savoir qu'il y a overflow, on doit se référer à des règles assez complexes. Alors, la première règle, pour savoir s'il y a overflow, avant de commencer, juste pour rappel, l'overflow est différent du carry. Mais il ne faut pas tomber dans la confusion, parce qu'il faut savoir que ces nombres peuvent aussi être négatifs. S'ils sont négatifs ou l'une d'elles est négative, il peut y avoir un carry mais pas d'overflow. Il faut bien distinguer la différence et ne pas tomber dans la confusion entre le bit carry et le bit d'overflow. Alors le bit d'overflow, pour le comprendre, on doit se référer à deux règles. La première règle stipule que ces deux règles sont assez connues dans la littérature de l'architecture des ordinateurs. Ces deux règles, qu'est-ce qu'ils stipulent? Ils stipulent que si vous avez la valeur A positive et vous allez l'additionner à une valeur B positive et le résultat est négatif, il y a overflow. Il y a quelque chose de pas normal. Positif plus positif, ça doit être positif. En cas où ça devient négatif, ça veut dire qu'il y a overflow. Ça veut dire que la sortie, le nombre de bits dans la sortie n'est pas suffisant. Dans notre cas, le nombre de bits dans la sortie, c'est 4 bits. Ça veut dire que 4 bits n'est pas suffisant pour additionner le A, les valeurs de A et de B. Normalement, ça devrait être sur 5 bits. Mais malheureusement, on n'a que 4 bits. Ça veut dire que le résultat est faux. Ça, c'est la première règle. La deuxième règle, elle stipule l'inverse. Si on a une valeur négative A, on additionne à une autre valeur négative B, et le résultat est positif, mathématiquement c'est faux, et là, ça prouve qu'il y a aussi une erreur dans le calcul binaire et on dit qu'il y a overflow. Dans ces deux cas, l'overflow doit être mis à 1. Sinon, il n'y a pas d'overflow. Si les possibilités, vous pouvez tester, on doit tester toutes les possibilités. Si les autres possibilités ne tombent pas dans ces règles qu'on vient d'expliquer, ça veut dire qu'il n'y a pas overflow. Alors, pour les implémenter, c'est assez simple. On va utiliser les portes logiques. On va commencer par la première. On va prendre, par exemple, une porte AND. C'est la porte AND qui va tester les 3 bits de signe. Ici, on aura besoin de 3 bits de signe. On a déjà le bit de sortie, c'est ça. Le bit du signe de sortie. Juste comme rappel, si le bit du signe est à 1, ça veut dire la valeur est négative. S'il est à 0, ça veut dire il est positif. Et ici, c'est le AND. Le AND, ça veut dire s'ils sont tous à 1, ça veut dire ça va produire 1 ici. Ici, on va produire le cas où il y a overflow. Le cas où il y a overflow. Voilà, on va faire la même chose ici. Là, dans le A, voilà, on doit splitter les bits. On doit prendre que le dernier bit, ça veut dire le bit de signe. Voilà, on doit le faire arriver jusqu'à notre porte. Et on a le B, la même chose, le B. On doit le splitter en 4 bits. On va prendre le bit du signe, le dernier bit. On va le ramener ici. Alors le premier cas, je vais le répéter, on va l'implémenter. Le premier cas, qu'est-ce qu'il dit? Si la valeur est positive, ça veut dire le bit du signe est à 0, A est positif. Si la deuxième valeur B est positive, ça veut dire son bit du signe est à 0. Le bit est si et c'est toujours un et le signe de la sortie est négatif, il y a overflow. Ça veut dire si je mets un note ici pour le bit du signe de A et un note ici pour le bit du signe de B, parce que s'ils sont à 0, ça veut dire que c'est positif ici. Si c'est positif ici, ça va être 1 ici. S'ils sont inversés, ça va arriver 1 ici et 1 ici.
Et on a le bit de signe, on ne va pas mettre le note ici, le bit de signe qui est à 1. Ça veut dire qu'il y a 3 1. Pour activer le n sur 3 1, il faut que tout soit à 1. Ça veut dire que ça va sortir 1 ici, ça veut dire qu'il y a overflow. Voilà, ça c'est la porte AND qui va gérer la première règle. Voilà, elle doit pouvoir gérer la première règle. La deuxième porte, c'est l'inverse. La deuxième, ça veut dire, si, là je ne vais pas prendre le note, je vais prendre le signe normal. Ça veut dire si, il y a 1 ici, ça veut dire si A est négative, si B est négative, et si, je vais prendre le signal ici, et si le résultat est positif, ça veut dire est égal à 0, je dois le faire passer par le porte-note pour l'inverser et le transformer en 1. Voilà, si les trois conditions sont à 1, ça veut dire ça va sortir un overflow ici. Ces trois conditions dans l'entrée sont à 1, ça veut dire il y a overflow. Voilà, ça c'est les deux règles. On va mettre un OU. Si on tombe dans l'une des deux cas, là, on peut dire qu'il y a overflow. Et cette sortie, ça représente le overflow flag. Overflow flag. Normalement, ce circuit doit être mis à l'intérieur de l'UAL. Il doit être mis à l'intérieur. Voilà, ça c'est comment on doit construire l'UAL. Comment on doit construire l'UAL. Cette UAL, elle est assez simple et elle sera utilisée pour notre processeur.